Les aventuriers d'HubSpot by 1 minute 30 avec Gabriel Dabichouevel. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans un nouvel épisode des aventuriers d'HubSpot, le podcast qui vous amène dans un voyage passionnant à la découverte du monde du CRM. Je suis Gabriel Dabichouevel, votre guide pour cette aventure et fondateur d'1 minute 30, partenaire HubSpot des entreprises ambitieuses. Notre mission est simple, vous permettre d'accélérer votre croissance client et avoir plus de leads, plus de ventes, plus de satisfaction et plus de reventes. Aujourd'hui, un épisode un peu particulier parce qu'il va être plus sous la forme d'une discussion et d'un échange par rapport à l'actualité assez mouvementée en ce moment sur les droits de douane avec Rémi Poulet. Salut Rémi, mon associé. Et l'idée, c'est qu'on entend de plus en plus qu'il peut y avoir des rétorsions contre les États-Unis suite à la guerre commerciale et aux droits de douane. Ces rétorsions peuvent aller vers le numérique. On entend de temps en temps des clients qui disent « Ah, au fait, HubSpot, il est américain, qu'est-ce qui va se passer ?» Bon, bien sûr, on n'en sait rien. Bien sûr, c'est des suppositions. Mais on va essayer, à travers ces quelques minutes de podcast, de vous partager ce à quoi on réfléchit, nos différents points de vue. Ça peut être un peu plus mouvementé, on est moins sûr de notre coup, mais on a chacun une vision personnelle de cette évolution-là et de comment s'y préparer. Tout d'abord, Rémi, ton point de vue déjà sur le fait de choisir aujourd'hui un produit américain comme HubSpot dans le monde du CRM plutôt qu'un produit européen. Pourquoi ce choix s'impose ? En fait, déjà, il faut être sincère, que ça soit sur les outils de messagerie, que ça soit sur les moteurs de recherche, que ça soit sur l'IA ou que ça soit sur un certain nombre de sujets, faire sans les produits américains devient compliqué aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense que le volume d'entreprises françaises, une fois qu'on a enlevé, on va dire Microsoft avec Outlook et Gmail, très rapidement, on se retrouve très limité. Et ce qui est vrai pour ne serait-ce que la messagerie, est vrai pour l'édition de documents, Google Sheet, Excel, etc. Est vrai pour les outils de visio. Donc là, on est sur Google Meet, mais on pourrait très bien être sur Zoom ou d'autres produits américains. Donc, faut bien comprendre en fait qu'il y a quand même une certaine hégémonie depuis maintenant, on va dire 25 ans, de solutions américaines dans le secteur du logiciel, à minima, pour beaucoup de la production classique des entreprises françaises. Ouais, mais on peut trouver, là, il y a un nouveau service public de messagerie gratuit. Il y a Livestorm qui permet de faire ce qu'on fait sur Google Meet. On va trouver à chaque fois des alternatives françaises ou européennes, peut-être moins complètes, moins riches. On va rentrer bien sûr sur le monde du CRM après. Mais on pourrait imaginer une entreprise qui ne soit que avec des logiciels européens. Alors, on pourrait imaginer, il y a eu des exercices de fait aussi dans certaines parties de l'État dans lesquelles on a essayé de sourcer au maximum sur les solutions françaises. Il y a même une IA, entre guillemets, française qui a été déployée en 2024, mais qui demande encore à faire un peu ses preuves. Donc, c'est vrai que c'est toujours possible. Et en fait, à moyen terme, ça serait pas forcément une mauvaise chose d'avoir d'autres solutions alternatives et d'avoir des investissements, mais c'est quelque chose qui ne se fait pas, en fait, en temps court. Il faut comprendre, en fait, que les investissements qui ont été faits dans les solutions sont des investissements qui datent de certaines décennies pour la majorité, de plusieurs décennies, et que c'est pas demain qu'on va avoir, en fait, le même niveau de service et la même qualité, en fait, dans des solutions américaines. Alors, oui, c'est vrai, il y a d'autres solutions au monde. Notamment, il y a des solutions chinoises. Mais je ne pense pas qu'on ait envie d'aller vers des solutions chinoises non plus. Donc, le vrai sujet, c'est qu'il faut accepter qu'une partie de la productivité française, une partie de la productivité des entreprises dépend de solutions aujourd'hui où il n'y a pas d'alternative aussi pertinente sur le marché européen. Et c'est vrai que si on parle du marché du CRM, les deux leaders incontestés sont Salesforce et HubSpot, et les Européens derrière sont très très loin. Oui, ça c'est très clairement, les Européens sont très très loin. Et très clairement, en fait, ces outils-là se connectent aussi à des réseaux sociaux qui sont majoritairement américains, même s'il y a d'autres nationalités, se connectent à des outils de messagerie qui sont aujourd'hui des Américains. Donc, effectivement, mécaniquement, en fait, il y a quand même une certaine adhérence. Et quelqu'un qui voudrait faire un investissement aujourd'hui vers un nouveau CRM, a priori américain compte tenu de la dominance d'un Salesforce ou d'un HubSpot, et idéalement HubSpot parce qu'on est partenaire HubSpot,
quelle crainte peut-il avoir et comment est-ce qu'il risque d'avoir une augmentation de ses tarifs suite à des barrières douanières? Est-ce qu'il peut avoir une fermeture des comptes? Est-ce que c'est vraiment complètement des produits américains? C'est compliqué en fait à qualifier. D'abord parce que quand on prend ne serait-ce que HubSpot en France est commercialisé par HubSpot France, est développé en partie à Dublin, en partie à Boston, est hébergé en Allemagne. Les équipes d'HubSpot sont réparties dans de nombreux pays. Donc, à partir de quel moment, hormis le fait que la maison mère est américaine, on peut considérer que la production est réellement américaine et que c'est une propriété, on va dire, ou un produit américain. C'est compliqué. En fait, on n'est pas dans un monde aussi on va dire, binaire que le matériel. Le matériel, vous avez, quand tu prends Apple, en fait, il produit en Chine, il va envoyer, en fait, le matériel qui a une certaine valeur marchande vers les États-Unis. Et puis, derrière, il va continuer à le déployer, il va le commercialiser. Donc là, il n'y a pas de problème, il y a bien un bien qui est matériel, qui est quantifiable, qui est mesurable en termes de coûts et en termes de tarifs. Quand on est dans le monde du logiciel, c'est beaucoup plus perméable. Quand on envoie en fait un logiciel partiel, en fait, des US qui est développé en partie en Europe et qui est ensuite hébergé en Allemagne, en fait, quelle est la valeur marchande de ce qui a été transmis, c'est pas aussi clair. Quels sont les droits de douane associés, c'est pas aussi clair. Donc, c'est pas du tout évident d'un point de vue, ne serait-ce que juridique, sans parler des éléments purement de taxation, de valoriser l'ensemble des actifs, de valoriser quelle portion est faite à droite ou à gauche. Et il y a beaucoup d'entreprises, en plus, faut le reconnaître, dans lequel en fait une bonne partie maintenant du développement se fait aussi en nearshore, en offshore, etc. Donc mesurer en fait la part du produit ou la valeur du produit qui est développé, qui est de source américaine, rien que ça, en fait, c'est un exercice difficile. Après, on peut peut-être imaginer ce qui est déjà mis en place en France sur la taxe GAFAM, à savoir une taxation des GAFAM parce qu'ils atteignent une certaine taille, un certain seuil, etc., que ce type de taxe puisse s'étendre à d'autres services numériques et potentiellement le CRM. Oui, on peut imaginer en fait des fiscalités différentes à partir de pour certaines entreprises. Maintenant, il faut bien comprendre que c'est pas forcément un intérêt complet parce que la taxe n'est qu'une taxe indirecte aux entreprises françaises. Et donc, elle ne se répercuterait pas sur le prix des abonnements logiciels? Bah, elle se répercutera sur le prix des abonnements logiciels mécaniquement, mais du coup, qui va payer à la fin le résultat? Bah, en fait, les entreprises françaises, puisque globalement, c'est elles qui consomment ces biens. Et c'est là tout le paradoxe, c'est que, en fait, quand on pénalise par une taxe de ce type-là à l'importation, il faut bien comprendre qu'à la fin, on pénalise aussi le consommateur final. Et donc, à présent, c'est le risque d'inflation aux États-Unis dont tout le monde parle. Exactement. C'est l'explosion des tarifs d'Apple aux États-Unis, où en fait, on a des tarifs qui ont augmenté de 30 à 50% sur les Apple, sur toute la gamme Apple, avec un profit warning d'Apple derrière et tout ce que ça génère. Tout simplement parce que une partie de leur production est effectivement en Chine. Mais si quelqu'un aujourd'hui s'abonne à HubSpot, négocie un contrat long, pendant toute la durée du contrat, il est protégé. Alors, là, je suis pas juriste. En théorie, en fait, un contrat, c'est un engagement d'une prestation à un montant donné. À partir du moment où la collecte de la taxe se fait au niveau du fournisseur et non pas du récipiendaire, c'est-à-dire tant qu'à partir du moment où la taxe n'est pas une taxe d'importation imposée à l'entreprise qui importe, eh bien, une taxe à l'entreprise, donc à HubSpot, comme pour les GAFAM. Dans ces cas-là, il n'y a pas de sujet, puisque le contrat existe et donc, du coup, le tarif doit être respecté, le contrat doit être respecté. De fait, il faut peut-être faire comme les importateurs de vin américains qui ont fait énormément de commandes avant l'arrivée des taxes. Il faut s'équiper énormément d'HubSpot avant l'arrivée des taxes. Ça peut être une stratégie, c'est pas forcément flagrant. En fait, on est dans une règle d'incertitude, c'est évident. C'est évident que les règles commerciales vont évoluer, mais c'est évident aussi que de la même façon que certaines entreprises commencent à imaginer la construction déportée en fait aux États-Unis, une partie de la construction d'HubSpot est
est en Irlande. Et on peut imaginer que demain ou après-demain, une autre partie de la construction sera délocalisée. Donc, tout est possible dans ce domaine-là. C'est très complexe d'anticiper ce qui va se passer. Mais de fait, moi, ce que j'entends, c'est que dans un avenir de court moyen terme, il n'y a pas de risque, que les choses vont continuer à se passer comme avant, qu'on va être toujours plus ou moins dépendant de ces logiciels, et qu'ils vont toujours nous rendre beaucoup de services au quotidien. J'imagine pas une rupture forte à 6 mois dans laquelle on deviendrait indépendant au niveau logiciel, et une refonte complète du marché, d'une renégociation de tous les contrats qui sont parfois des contrats pluriannuels de l'ensemble des entreprises, de façon à gérer un big bang dans l'écosystème. J'imagine pas demain, en fait, l'ensemble des opérateurs, l'ensemble des serveurs, l'ensemble des entreprises changer du tout au tout l'intégralité de leur stack ou 80% de leur stack, parce que 80% de leur stack est d'origine américaine. Donc, pour moi, de toute façon, si transition doit y avoir avec ça, et encore, il faut que transition soit obligatoire, elle se fera forcément dans le temps et on peut pas imaginer en fait un assommoir qui tuerait l'économie, qui dise du jour au lendemain, ben, en fait, votre stack IT elle va vous coûter 20, 30, 50% de plus. Je pense que ça serait suicidaire. Mmh. Et puis, si transition doit avoir, il peut aussi avoir transition politique, parce que, comme tu l'as dit, et comme on le vit, notre monde est quand même hyper interconnecté depuis très longtemps. On voit mal quand même ces mondes se séparer complètement, et se retrouver dans un monde où chacun a des voitures de chez lui, des logiciels de chez lui. Ce serait un retour en arrière extrêmement dur à réaliser. Oui, mais c'est une bonne chose parce que qu'est-ce qui se passe au niveau macroéconomique? En fait, on s'aperçoit pour les matières premières qu'on a une trop forte dépendance. On s'est aperçu au niveau du Covid qu'on avait des problèmes sur notamment les médicaments. On s'aperçoit aussi qu'au niveau de l'agriculture, on n'a pas forcément toujours l'indépendance souhaitée. On est encore un gros importateur de produits concurrents, y compris au sein de l'Europe. On s'aperçoit que tous les chantiers ou toutes les opportunités qu'on avait de faire des origines européennes de solutions, de moteurs de recherche, d'outils de messagerie, etc., ont été, on va dire, ignorés pendant des décennies. Donc, peut-être qu'au bout d'un moment, ça va nous sensibiliser. Maintenant, j'ai pas l'impression que la crise du Covid a fait que aujourd'hui, on soit devenu autonome en termes de médicaments, loin de là. Donc, ce qui a pour dire que c'est une crise comme une autre, entre guillemets, qui va avoir son temps, qui va peut-être durer longtemps. Le Covid a duré plus de 2 ans au global. Donc, ça va peut-être une crise assez longue, effectivement. C'est pas pour autant que ça va être suffisamment fort pour changer complètement la tectonique des plaques et la logique de l'industrialisation et de mettre de nouvelles licornes entre guillemets européennes qui vont porter des solutions alternatives. Peut-être que ça va créer des opportunités, mais avant que ça bouge, à mon avis, on a encore un peu de temps. Ok. Tu veux rajouter quelque chose? En fait, ce qui est étonnant, c'est que la phase d'incertitude est pour nous, et pour moi, plutôt une phase d'opportunité. C'est-à-dire, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est que par rapport à cette incertitude, on peut avoir 2 réactions. L'attentisme ou la saisie d'opportunité et le fait d'aller plus vite, plus fort, plus tôt. Moi, j'ai toujours tendance à penser qu'une bonne stratégie d'entreprise, quand on est assez de taille intermédiaire, c'est try fast, fail fast. C'est-à-dire, essaye vite, échoue vite. Et que l'attentisme, quand on perd du chiffre d'affaires et qu'on attend 6 mois, 1 an pour gagner du chiffre d'affaires, on ne récupérera jamais. Donc, moi, je suis plutôt à prôner la stratégie, effectivement, de décider, de pas se poser de questions, de décider vite et d'avancer. Et de se dire que, de toute façon, quoi qu'il arrive, tout penny ou tout euro engrangé d'ici là sera déjà engrangé. Donc, je suis un peu, in fine, un peu dans ta philosophie tout à l'heure, c'est tant qu'à faire, autant importer tout de suite avant qu'il y ait potentiellement des barrières économiques qui viennent complexifier le schéma.
Merci beaucoup Rémi. Cet épisode des Aventuriers d'HubSpot est terminé. J'espère que vous avez appris. Alors, est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Mais en tout cas, on a réfléchi. Si comme nous, vous pensez que le CRM est une aventure et qu'il faut être bien accompagné, contactez-moi chez 1 minute 30. Mais avant de partir, n'oubliez pas que l'expérience est meilleure lorsqu'elle est partagée. Alors après l'épisode, relayez vos découvertes avec d'autres aventuriers et n'hésitez pas à liker, à partager et à laisser un commentaire sur la plateforme où vous consultez ce podcast. Salut Rémi. Bonne journée.